Alors, moi, c'est Luna Benzaïd. Donc, je suis étudiante en deuxième année de master en achat et supply chain à l'IDRAC Business School à Grenoble. Voilà. Ok, super. Bah, moi, j'ai fait l'EM Grenoble, donc je connais bien la ville et j'ai fait le master Ok. achat là-bas. Ok. Trop bien. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir accepté donc, de répondre à mes questions. Parce que du coup, là, je suis sur un mémoire qui a pour problématique le sourcing local au sein des groupes industriels. Et donc, j'ai quelques questions à vous poser. Super. Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, redonnez-moi le contexte un peu du mémoire et puis comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Pas de souci. Alors, donc moi, mon mémoire a pour problématique, donc dans un groupe industriel, dans quelle mesure le sourcing local peut-il ou non devenir un levier durable pour améliorer la performance achat, en conciliant bien sûr objectifs économiques, engagements logistiques et sociaux, RSE et tout ce qui s'ensuit. Parfait. Donc, ça se divise en 4 parties, puisqu'il y a j'ai mis en place 4 hypothèses que j'ai pu élaborer donc auparavant dans une revue de littérature. Et du coup, voilà, donc on peut commencer avec les premières questions si ça vous va. Allez, c'est parti. Parfait. Donc alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter brièvement votre parcours, peut-être dans les différentes sociétés que vous avez pu faire? Oui, très bien. Moi, après mon master en achat à l'EM Grenoble, j'ai intégré General Electric aux achats, service achat, prestations intellectuelles. Puis, j'ai changé pour un autre groupe américain qui s'appelle United Technologies, où là, je gérais l'ensemble des achats indirects pour l'Europe. Et puis, j'ai rejoint le groupe SEB ensuite, où là, j'ai à nouveau géré les achats de prestations intellectuelles, mais cette fois-ci pour l'ensemble du groupe, donc dans le monde entier. J'y suis resté quelques années et puis en 2012, j'ai créé ma propre société qui s'appelle Buy Me Easy, dans laquelle en fait on accompagne plutôt les grands groupes en fait à piloter et externaliser leurs achats, notamment ce qu'on appelle les achats de classe C. Et donc ça fait 15 ans maintenant que j'ai cette société et j'en ai ouvert d'autres entre-temps. J'ai une société qui s'appelle Flat Cargo qui gère des palettes en fait. Et là pour le coup, le local est très important. Puis j'ai d'autres activités de business en ligne ou de formation. Et D'accord. aujourd'hui, j'habite à Ottawa. Ok. Et d'ailleurs, vous venez juste de parler donc de Buy Made Easy. Et ben, j'étais au travail aujourd'hui, mon tuteur m'en a parlé. Bon, Justement, on allait passer sûrement par cette société qui va être implantée d'ici quelques jours, donc dans notre groupe, d'accord. Vous êtes chez qui, rappelez-moi? chez Hutchinson. Ah oui, effectivement, un nouveau client chez nous. Voilà. Donc merci pour votre présentation. Donc maintenant, prochaine question. Au fil de vos expériences, est-ce que vous avez plutôt évolué dans des organisations achats qui sont plutôt centralisées, décentralisées ou mixtes? Ou est-ce que ça dépendait plutôt des catégories d'achat ou des secteurs dans lesquels vous avez pu travailler? Alors, dans mon expérience, les groupes américains sont beaucoup plus décentralisés. Alors, il y a toujours un siège aux États-Unis, bien entendu, mais par contre, l'organisation achat est assez facilement décentralisée, ce que j'ai beaucoup moins retrouvé chez le groupe SEB. Alors, c'est peut-être pas spécifique au groupe français, hein, parce que j'ai pas fait beaucoup de groupes français non plus, mais où le groupe SEB était très centralisé avec quelques initiatives d'implantation de responsables achats locaux, mais qui étaient souvent quand même pilotées par le siège avec assez peu d'autonomie. Donc voilà, c'est un peu l'expérience. Et au sein de BME, alors au sein de BME nous-mêmes, on est très décentralisé, puisqu'aujourd'hui, on est plus de 60 salariés, mais répartis dans 9 pays différents, sur 4 continents. Donc ça fait un peu du monde dispersé qui doivent justement travailler sur des achats locaux dans certains cas. Et nos clients, on a vraiment de tout pour le coup, on a plus d'une centaine de clients et ils ont chacun leur organisation. Ok. Et donc, pour vous, qu'est-ce que représente le sourcing local donc, dans un groupe industriel? Quelle est la limite avec un fournisseur, par exemple, qui peut être national ou international? Ouais. Alors d'abord, pour moi, faut définir ce qu'on appelle de l'achat local, parce que dans de très grands groupes, même le groupe SEB hein, ou des General Electric, etc., ce que eux appellent de l'achat local, par exemple, quand ils ont une implantation en France, c'est toute l'Europe. Toute l'Europe, pour eux, c'est de l'achat local.
versus aller acheter aux Amériques ou en Asie ou en Afrique, etc. Et après, voilà, après, donc c'est pour ça que l'achat local, ça dépend ce qu'on appelle. Après, l'achat local, ça peut être à 100 km à la ronde. C'est le cas pour la société Flat Cargo. En fait, on distribue des palettes. Mais en fait, le coût de transport est tellement élevé pour des pièces unitaires qui valent pas cher qu'en fait, au-delà de 70 km, ça vaut pas le coup d'aller acheter ces Mhm. produits. Le transport coûte plus cher Bien sûr. qu'autre chose. Donc, c'est pour ça il faut définir un peu ce qu'on appelle le local. Alors, je ne sais pas si vous avez une définition dans votre étude. Alors, pour moi, le sourcing local, enfin, un fournisseur local, c'est vraiment un fournisseur qui a surtout une proximité géographique avec qui on peut vraiment établir un lien et qui pourrait être là en cas d'urgence ou qui vraiment a la possibilité de répondre à notre besoin. Et rapidement, on sait qu'on peut aller en visite d'usine, en audit assez rapidement, contrairement à un fournisseur qui est à l'international où c'est vrai que c'est quelque chose qui doit s'organiser beaucoup plus. Des fois, il y a des normes qui diffèrent en fonction des pays. Là, un fournisseur local, c'est vraiment quelqu'un qui a cette proximité aussi bien sur tout ce qui est social, légal que géographique. Oui, très bien. Donc, pour vous, donc toujours sur le sourcing local, est-ce que vous voyez un fournisseur local comme plus un levier stratégique, un élément stratégique pour donc la performance achat, ou plus comme un recours d'urgence ou un argument RSE, parce qu'on sait qu'en ce moment, ça prend vraiment beaucoup de place, la RSE. Ouais. Alors, je pense que c'est un peu tout ça en fait en même temps, selon les catégories d'achat et selon les problématiques de l'entreprise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, et surtout ces dernières années, avec les troubles géopolitiques qu'on a eus, voire sanitaires, on s'est rendu compte qu'aller acheter à l'autre bout du monde, bah, ça posait des problèmes de supply chain, d'approvisionnement. Et c'est là qu'on s'est rendu compte effectivement qu'aller sourcer en local, bah, ça avait quand même certains bienfaits, quand bien même ce soit plus cher. Parce que c'est quand même, pour être honnête, c'est rarement moins cher en local, même si on dit qu'en coût complet, bon, c'est assez rare que même en coût complet, ça revienne moins cher, sinon ça fait longtemps que tout le monde le ferait, Oui. naturellement. Par contre, si on inclut dans les coûts complets la notion de risque et de coût du risque, à ce moment-là, ça peut coûter moins cher. Parce qu'effectivement, moi j'ai des clients qui ont été bloqués soit pendant la guerre, même en Ukraine, parce ils sourçaient en Ukraine, et ils ont été bloqués pendant quelques mois pendant la guerre. Et finalement, bah, il valait mieux qu'ils achètent en local, parce qu'avec la perte en fait, de clients qu'ils ont eu pendant cette période-là, ça leur aurait coûté moins cher d'avoir un backup. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pas mal de sociétés essayent d'avoir du local, pas nécessairement pour toute leur production, parce qu'il faut qu'ils restent compétitifs par rapport à leurs concurrents, mais par contre, pour du backup. C'est-à-dire que ça leur permet d'avoir une source en cas de crise. Même si ça coûte plus cher momentanément, ils peuvent allouer 10-20% de leur volume à un fournisseur local. Et puis le jour où leur fournisseur éloigné, qui est moins cher, a une défaillance, pour quelle que soit la raison, bah, ils peuvent switcher en urgence vers le fournisseur local avec quelques difficultés, mais beaucoup moins que s'ils n'avaient rien du tout. Et après, effectivement, il y a une notion RSE qui aujourd'hui, je trouve, est beaucoup plus prégnant dans les achats publics que dans les achats privés. Mais par contre, on voit quand même dans les achats privés il y a des vrais critères RSE, pas nécessairement sur la partie locale pure, mais de manière générale sur bah, les efforts que font les fournisseurs sur la partie RSE. Ok, parce que c'est vrai que vous avez parlé du contexte géopolitique et c'est, je pense, quelque chose qui a pris beaucoup de place et qui a monté le sourcing local chez la majorité des groupes industriels. Ouais. En fait, il y a Et une notion de souveraineté également sur certaines typologies d'achats qui fait qu'on a de plus en plus de risques de ne pas pouvoir être fourni, non pas parce que le fournisseur n'existe pas ou parce que la logistique est défaillante, mais parce que le pays ne voudra plus commercer avec la France ou avec le pays où on produit. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on a besoin d'avoir des ressources, des alternatives locales. Mais c'est toujours pareil, la notion de coût rentre toujours en jeu. Et à mon avis, il faut soit gagner beaucoup d'argent, soit avoir une vision très long terme pour arriver à se dire je switch sur du local en majorité. Par contre, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir effectivement du double sourcing local pour prévoir et anticiper le au cas où. ouais,
complètement. Maintenant, là, j'ai une partie sur la différence et les écarts entre les achats qui sont décidés au niveau du groupe avec des catégories managers ou des buyers et donc les achats qui sont faits par les acheteurs sur site. Donc vous, de ce que vous avez vu dans votre expérience, comment se répartissaient à peu près les prises de décision entre les acheteurs groupes et les acheteurs sites? Alors, en fait, tout dépend des typologies d'achat. Je donne l'exemple, moi je travaillais pour United Technologies, qui inclut le groupe Otis, les ascensoristes. Et dans le groupe Otis, en fait, il y a des achats corporate qui vont gérer toute la matière première, les très gros contrats, mais ils ont des dépenses énormes de chantier, d'installation en fait. Et ces dépenses de chantier, on ne fait pas venir un installateur parisien à Toulouse, ça ne vaut pas le coup. Et donc l'acheteur local a cette responsabilité de trouver l'électricien, le plombier, le maçon, etc. Et il connaît localement les prestataires, il peut les évaluer, ce qui est beaucoup plus difficile de le faire en centralisé. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus délicat. Et c'est d'autant plus difficile si on part à l'international. C'est-à-dire que si on doit installer un ascenseur à Antananarivo, trouver le plombier, l'électricien, connaître les prix locaux, etc., c'est compliqué. Donc, il y a certaines catégories d'achats où il y a une vraie notion de connaître son marché local, parfois même d'avoir des relations locales, parce qu'il y a des pénuries dans certaines catégories d'achats, et c'est le fournisseur qui fait un peu la loi aussi, dans certains cas. Il dit, moi, ton chantier, je le veux ou je ne le veux pas, etc., parce que je suis déjà sous l'eau. Donc, après, en termes d'autonomie, ça va dépendre vraiment de l'organisation. Mais généralement, plus cette importance d'avoir des acteurs locaux est important, et plus vous aurez un acheteur qui aura de l'autonomie dans son périmètre. Donc, est-ce que pour vous, c'est vraiment un avantage que par exemple, les acheteurs sites aient cette autonomie et n'est pas forcément souvent le groupe qui soit derrière eux en incitant, par exemple, plus un fournisseur qu'un autre? Je pense que l'intérêt du groupe, c'est qu'il peut avoir une vision globale. Si je reprends l'exemple d'Otis, au niveau du groupe, ce qu'il faisait, c'est qu'il reprenait toutes les statistiques de taux horaires, de coûts des acteurs locaux, etc. Et il dressait une map en fait des prix, je ne sais pas, d'une pose d'une prise électrique par ville, parce que ça évolue d'une ville à une autre selon l'offre et la demande. Et en fait, le global n'imposait pas des fournisseurs locaux, mais il donnait l'information à l'acheteur local. Voilà, votre prise, en moyenne, dans votre ville, elle coûte à peu près 30 € la pose. Donc, si vous avez un acteur local qui vous propose 45 €, c'est que vous êtes en train de vous faire enfumer. Si vous êtes à moins de 30 €, c'est plutôt une bonne affaire. Et donc, en fait, l'avantage du global, c'est qu'ils ont une vision globale, justement, que n'a pas l'acteur local. Et l'acteur local, en plus, la plupart du temps, c'est un peu le pompier de service dans son usine. Et il n'a pas le temps de prendre ce recul parce qu'il est tout le temps en train de gérer les crises les unes après les autres. Ouais, Donc, la combinaison des deux a un vrai avantage. ouais, c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Puis quand vous dites que souvent un acheteur site répond beaucoup aux urgences, c'est vraiment ce qu'on voit en entreprise, dans les entreprises que j'ai pu voir aussi. Et, et c'est clair qu'un acheteur groupe a lui une vision plus en hauteur, mais parfois, souvent, ce qui peut aussi poser problème sur les sites, c'est que on se dit il n'a pas vraiment les critères de notre site, il n'arrive pas vraiment à avoir cette vision-là, il n'est pas sur le terrain. Mmh. Donc ça Voilà, peut être je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que le corporate ne doit pas être rigide dans mmh, ses contrats, en tout cas pas pour tous ses contrats. Il y a des contrats où on peut l'être parce que, je ne sais pas, une matière première qui a été de l'aéronautique, etc., où ça a été certifié, etc. On n'a pas le choix, même s'il est cher, on passe avec lui. Par contre, je prends un autre exemple comme le travail temporaire. On a beau signer un contrat avec Randstad ou Adecco qui sont censés couvrir tout le territoire. Il y a des territoires où ils sont très mal implantés, ou ne serait-ce qu'ils sont peut-être implantés, mais l'agence est mauvaise. Elle n'arrive pas à trouver les candidats, les garder, etc. Et donc là, donner une certaine flexibilité en local pour que l'entité s'y retrouve en termes de rapidité, de flexibilité, etc., ça a une vraie valeur ajoutée. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est l'idée du global, une direction corporate, c'est pas d'être rigide et d'imposer des contrats, mais c'est plutôt de proposer des contrats en indiquant des tarifs cibles, finalement, en disant, voilà, nous, au global, on a eu ce tarif-là.
Tu as une certaine flexibilité en local pour trouver un autre prestataire, mais tu ne peux pas te permettre de le payer 20% plus cher, ou alors il faut que tu aies une très bonne raison, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que, donc, comme on vient de le dire, ce qui serait le mieux, ce serait vraiment que les acheteurs groupes puissent en prendre en compte, par exemple, quand ils font des négociations de contrats cadres, prendre en compte donc les remontées de chaque site par rapport aux chaînes avec lesquelles ils ont pu travailler en tant que fournisseur. Alors, un bon acheteur, normalement, ne travaille pas en vase clos sur sa Oui. tour d'ivoire, hein. Il a l'obligation, j'ai envie de dire, de discuter avec les sites, de faire remonter les informations, d'aller même se déplacer. Moi, quand je travaillais chez Unity Technologies, je me déplaçais sur tous les sites européens, localement, pour aller voir les acheteurs, ou des fois, il n'y avait pas d'acheteurs, donc pour aller voir les directeurs de sites, pour comprendre les problématiques, collecter de la donnée, rencontrer les fournisseurs locaux. Et à partir de là, ben, je décidais de la stratégie. Et la stratégie, elle peut être double, hein, de se dire, voilà, on a des fournisseurs qui chapeautent tout, mais localement, on a des rangs 2, des fournisseurs de rang 2, qui peuvent être consultés en même temps que mon fournisseur de rang 1, parce qu'il y a une problématique spécifique locale. Il y a besoin, je ne sais pas, moi, dans mon cas, à un moment donné, on avait besoin d'embaucher beaucoup d'infirmières sur certains sites plus que sur d'autres. Bon, bah, l'acteur local d'intérim n'était pas adapté. On a pris 2 sur place en plus pour répondre aux besoins du site. Donc, l'idée, c'est toujours cette partie de flexibilité, de se dire, on prend la notion globale parce qu'il faut harmoniser. Et puis, parce que comparer, ça permet quand même de faciliter les prises de décision locales. Alors que si on n'est que local, ben, qu'on regarde finalement que son périmètre, ben, on peut être décorrélé des prix du marché. Et ça, c'est négatif également. Ouais, ok. Est-ce que, donc, pour vous, quels sont les KPI les plus importants dans une performance achat à prendre en compte pour un site industriel? Alors, des KPIs d'acheteurs, c'est difficile d'enlever la notion d'économie Oui. ou du moins de limitation des hausses dans certains cas. Mais il y a une notion comptable. C'est-à-dire qu'un acheteur, il est là malgré tout pour justifier soit qu'il fait des économies, soit qu'il optimise les coûts d'une manière ou d'une autre. Ça reste son travail. Le deuxième point, il y a 3 critères clés dans les achats, hein, qualité, coût, délai. Donc les coûts, on en a parlé. La qualité, c'est de suivre. Il faut faire des revues de performance avec ses fournisseurs. Quand j'étais chez le groupe CEF, ça faisait partie réellement de nos objectifs annuels. On avait un certain nombre de revues de performance avec les fournisseurs à faire pour atteindre nos objectifs, ce qui permet de garder le contact avec les fournisseurs après le contrat. Parce qu'on a parfois des acheteurs qui ont tendance à se dire, OK, mon contrat est signé, je le balance au groupe et puis je n'entends plus parler du fournisseur les 3 prochaines années. Alors qu'au contraire, c'est au moment où on a signé le contrat que l'acheteur doit être encore plus présent pour s'assurer que ce qui a été négocié soit réellement mis en application. Ok. Est-ce Et les que, délais. oui, les délais. Est-ce que du coup, il y a beaucoup cette notion de RSE qui entre et il y a beaucoup de personnes qui disent que la RSE est un nouvel élément du coup du triptyque qualité coût délai. Ouais, alors moi j'engloberais la RSE dans la notion de risque. C'est-à-dire que pour moi, depuis 20 ans maintenant, un peu moins de 20 ans, l'acheteur a pris une casquette qu'il n'avait pas auparavant, c'est la notion de risque. Et dans la notion de risque, on intègre beaucoup de choses, dont la RSE. Parce qu'aujourd'hui, on le voit avec tous les problèmes géopolitiques, l'inflation, les droits de douane qui changent, etc. L'acheteur, en fait, il est un peu le pivot de l'entreprise sur tous ces sujets-là, puisqu'il doit choisir le bon fournisseur et s'assurer que ce fournisseur sera capable de livrer qualité, coût, délai pendant toute la durée du contrat. Euh, et pour y arriver, eh bien, en fait, il ne peut plus se reposer sur les autres directions comme il le faisait auparavant. Ou avant, il y avait une direction supply chain, une direction finance qui gérait une partie de ce risque-là. Aujourd'hui, c'est ramené vers l'acheteur. Et dans la RSE, on inclut notamment maintenant les risques d'image. On l'a vu ces dernières années avec des grandes marques en fait, qui se sont fait boycotter ou autres parce qu'il y a eu des scandales. Et donc, l'acheteur en fait, va intégrer dans ces indicateurs la notion de risque. Et dans les notions de risque, souvent, c'est lié à la RSE parce que le risque, c'est quoi? C'est le travail des enfants, c'est la pollution, c'est les accidents du travail, etc. Et donc, en fait, l'acheteur, indirectement, quand il gère le risque, il gère la RSE au sens large. Ouais, ok. Et on voit aussi dans beaucoup de groupes industriels
qu'il y a aussi un taux qui est remonté donc, au niveau des groupes, qui est le taux donc, d'achat auprès de fournisseurs qui sont déjà au panel et référencés groupe, et non pas Ouais. un fournisseur qui est uniquement là que pour un seul site dans une certaine localisation. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi pertinent de mettre par exemple un indicateur de fournisseurs spécialement en local? Alors, c'est pertinent. Il n'y a pas une notion de pertinence. Ça dépend plus de la politique globale de l'entreprise. Je ne parle pas achat là, hein. Ouais, C'est-à-dire que les grosses entreprises, chaque année, doivent produire des rapports, la CRDS, si je me souviens bien du terme, et doivent produire des rapports RSE, pour faire simple. Et dans ces rapports RSE, chaque année, ils doivent montrer qu'ils doivent faire mieux et qu'ils suivent un paquet d'indicateurs. C'est très large, les indicateurs, hein, consommation d'eau, électricité, égalité homme-femme, etc. Mais y compris, effectivement, les achats locaux, ça fait partie des critères. Donc la question, c'est plutôt de se dire, au niveau de la direction générale, ils doivent choisir certains critères. On ne peut pas lutter sur tous les critères. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc on doit prendre des priorités. Certaines entreprises prennent la priorité de l'achat local. Mais d'autres entreprises vont dire, bah non, nous, notre priorité, c'est l'inclusion. Donc, ils vont faire travailler beaucoup plus de travailleurs handicapés, ouais, de diversité, etc. Mais on ne peut pas lutter contre tout. Mais une direction achat, elle est là pour mettre en œuvre la politique de l'entreprise et la stratégie de l'entreprise. Donc, si la politique de l'entreprise, c'est de se dire, on augmente les achats locaux, les achats le feront. Si l'entreprise dit non, mais moi, les achats locaux, ce n'est pas ma priorité, moi, je suis plutôt sur, je ne sais pas, le recyclage, eh ben, les acheteurs, normalement, ils vont avoir une stratégie plus orientée sur le recyclage. Donc, ce n'est pas une règle de mettre des achats locaux en particulier. Je mets un peu à part les achats publics à nouveau, puisqu'ils ont certaines obligations, pour le coup, où ils n'ont pas le choix d'avoir un certain ouais. taux d'achats locaux, etc. Et sur les achats privés, ça dépend plus de la politique générale. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les dernières normes et les obligations, toutes les entreprises ont l'obligation de définir des objectifs d'achat responsable. Ce n'est pas forcément l'achat local qui choisissent en premier, mais à minima, ils ont certains objectifs sur lesquels ils doivent avancer. Ça peut être le carbone, voilà, plein de choses. Ouais, souvent c'est ce qu'on peut voir même sur les sites internet des différentes entreprises. Ils ont toujours une ligne directrice avec donc zéro carbone jusqu'à Voilà, partir de 2030, etc., etc. exactement. Alors après, quand on parle de zéro carbone, l'achat local, indirectement, permet de réduire le carbone, il y a moins de transport, etc. Donc ça peut y découler. Mais voilà, l'idée, c'est plutôt de regarder en fait dans les rapports de ces grands groupes. Ils le disent explicitement dans leurs rapports, parce qu'ils ont l'obligation de le faire. Et là, vous pouvez savoir quel groupe va s'axer plutôt sur du carbone, sur l'achat local, sur la recyclabilité, etc. Ok. Ensuite, donc on a une partie sur donc les cahiers des charges techniques. Est-ce que, donc on a souvent parfois pour certaines catégories d'achat les cahiers des charges qui sont mis en place au niveau du groupe et qui après chaque site rajoute si pour eux une certaine catégorie ils ont besoin de ça ou de ça. Est-ce que, donc quand les cahiers des charges techniques sont mis en place par le groupe, ça peut selon vous mettre à l'écart des fournisseurs qui sont locaux? Alors, un bon acheteur ne rédige jamais un cahier des charges technique, il rédige qu'un cahier des charges fonctionnel. Et c'est toute la différence. Parce que technique, effectivement, ça va priver certains fournisseurs d'accéder au marché. Alors que fonctionnel, ça donne les fonctions de ce dont on a besoin et ça permet d'ouvrir au contraire l'appel d'offres à des fournisseurs qu'on n'aurait pas pensé et qui peuvent répondre aux besoins, mais avec des technologies différentes. Et c'est tout, et la différence se fait ici. Parce qu'effectivement, si on reste sur les fournisseurs locaux, il y a des fournisseurs locaux, techniquement, ce n'est pas Amazon. Ils ne peuvent pas répondre forcément mais ils peuvent peut-être répondre à une partie, c'est-à-dire un marché, comme on appelle, ou un sous-marché de l'appel d'offres, sur lequel ils répondent à un besoin fonctionnel, mais peut-être pas avec les mêmes technologies, mais avec d'autres technologies, d'autres techniques. Et donc, c'est pour ça que, effectivement, si on reste sur du cahier des charges techniques, mais que ce soit pour des achats locaux ou autres, c'est toujours mal vu et c'est rarement une bonne initiative de l'acheteur. D'accord. Et est-ce que selon vous, donc la rédaction de ces cahiers des charges et les standards groupes peuvent être un frein donc à l'intégration d'un fournisseur qui est local ou non, mais qui, Alors, par exemple, oui, n'a pas la capacité administrative de mmh, répondre aux besoins du groupe? non, c'est clairement un frein. C'est clairement un frein, mais après, c'est une volonté du groupe. Même moi, en tant que chef d'entreprise, je le vis, hein. On a certaines sociétés
qui imposent certaines normes, des normes ISO, des normes EcoVadis minimales, etc. Sinon, on est complètement exclu du marché. Sauf que moi, ma société, elle est toute petite. Je ne suis pas une grosse boîte. Alors, je grossis un peu, donc maintenant on a passé l'ISO, mais au début j'ai galéré, donc j'ai perdu des appels d'offres à cause de ça. Je n'avais Ouais. pas les moyens parce que ça coûte cher et je n'avais pas la technicité pour répondre à ces besoins-là. Donc effectivement, ça exclut les petits acteurs locaux qui n'ont pas le temps, c'est beaucoup de temps à monter ces dossiers-là, qui n'ont pas l'argent, ça coûte cher. Une norme ISO 27000, on est en train de la passer aujourd'hui, ça coûte autour des 20 000 euros. Bon, bah, il y a des petites sociétés se disent 20 000 euros, je préfère les mettre ailleurs. Ou alors, je ne peux même pas me les payer, tout court. Mhm. Donc oui, ça exclut clairement. Après, c'est vrai que ça garantit les grands groupes, en fait, bah, ça limite le risque pour les grands groupes. Donc je comprends aussi, moi j'ai été formé dans des grands groupes, donc je comprends l'idée. Hein. Mais c'est ce qu'on appelle la technique du ruissellement, en fait. C'est que les grands groupes, en fait, ont des normes conformité à respecter. Ils demandent à leurs fournisseurs d'en respecter une partie. Leurs fournisseurs, ainsi de suite, vont le demander une partie encore à leur rang 2, rang 3, etc., jusqu'au petit électricien freelance, quoi, Ouais. qui doit respecter et déclarer ses URSSAF, etc. Mm. Et chacun a ses obligations. Ok. Et donc maintenant, avec tout ce qu'on a pu voir, pour vous, qu'est-ce qui peut faire que le sourcing local puisse devenir vraiment un levier de performance au niveau donc, des achats? Je- Quelque chose qui puisse, quelles sont les conditions qui puissent faire que vraiment ça puisse devenir non plus juste une solution d'urgence ou RSE, comme on a pu le dire avant? Bah, pour moi, il y a deux choses. Il y a vraiment deux leviers importants, c'est la qualité et les délais. Parce que quand on est en local, on peut être beaucoup plus dans la personnalisation. C'est-à-dire que c'est sûr qu'on sera rarement compétitif sur des produits de masse hyper standardisés. Par contre, aller apporter de la personnalisation dans les produits, de la technicité et être capable de livrer ce type de produit dans des délais ultra courts, c'est ça qui fait la différence en fait. Et c'est là en fait que les PME locales qui arrivent à avoir ces deux avantages compétitifs, en général, s'en sortent très bien. Par contre, essayer d'aller battre des fournisseurs chinois sur du volume, sur des matières premières type plastique, etc., sur des produits hyper standardisés, on le voit en ce moment, l'actualité en parle beaucoup de Duralex. Bah, bon courage pour Duralex. Moi, je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir s'ils n'arrivent pas à trouver une innovation particulière. Souffler du verre pour faire des verres, pas une innovation extraordinaire aujourd'hui. C'est clair. Maintenant, une avant-dernière question. Donc pour vous, est-ce que la meilleure organisation achat, si on puisse dire ça, ça peut être vraiment une organisation mixte avec pour certaines catégories, donc pilotées au niveau du groupe et pour d'autres plus au niveau local? Alors, globalement, oui, moi je suis très favorable effectivement à la décentralisation, c'est-à-dire avoir une direction achat globale qui est capable d'avoir cette vision globale, de collecter les informations justement de tous ces sites locaux. Et quand je parle de sites locaux, je parle du monde entier. Hein, c'est pas France particulièrement, hein, c'est bien connaître les sites locaux, la compétition dans le monde entier. Mais ensuite d'avoir des relais locaux qui, eux, connaissent le marché local, qui peuvent interagir avec les fournisseurs, gérer des litiges locaux, gérer de l'urgence locale, etc. Après, ce n'est pas adapté à toutes les entreprises, Mhm. mais je pense que globalement, les entreprises qui peuvent mettre en place ça, c'est une organisation qui coûte assez cher, hein, parce que Mhm. vous dédoublonnez, entre guillemets, à chaque fois les acheteurs sur tous les sites. Donc, il faut trouver la bonne organisation. Certaines organisations, par exemple, vont dire, bon, OK, ben, toi, tu es acheteur site à Rouen, mais tu vas être le leader sur telle famille d'achat pour toute la France. Donc, ça permet d'avoir un petit mix entre du Mhm. global, puisqu'il a une casquette globale, mais il a aussi une casquette locale. Donc, ça, c'est l'idéal. Après, il faut trouver les bonnes compétences. Ouais. Complètement. Et donc pour terminer, est-ce que selon vous, on n'a peut-être pas étudié, j'ai peut-être pas assez étudié une certaine partie, donc au vu de la problématique, si vous avez des questions ou des choses à rajouter? Alors, moi, je pense qu'il y a une chose très importante qui commence à arriver, à mon avis, qui va se renforcer, c'est toute la partie protectionnisme. Parce que l'achat local, aujourd'hui, on ne le fait pas par volonté, on le fait par obligation, parce que on a peur
de frontières qui se ferment, on a peur de hausse de matières premières, etc. Et je pense qu'on est dans un environnement où ça va s'empirer. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de droits de douane, plus de difficultés à commercer avec certains pays. Moi, je le vois, j'habite au Canada, commercer avec les États-Unis, maintenant, ça devient un enfer. Donc, on s'ouvre avec l'Europe notamment. Le Mexique a signé, je crois, la semaine dernière, de nouveaux accords avec l'Europe aussi. Donc, tout ça, ça change. Et effectivement, ça permet de remanier, de rebalayer les cartes. Et les achats locaux vont être de plus en plus importants. On parle de souveraineté. On se rend compte aujourd'hui que à des choses qui nous semblaient banales auparavant, comme utiliser une boîte mail Gmail, Google ou Microsoft, etc., on se dit aujourd'hui, mais d'accord, mais en fait, les États-Unis, ils voient tout, quoi. Ouais, Et ensuite, on a des raretés, les terres rares, les semi-conducteurs, etc., où on se dit, mais on ne sait plus produire en France. Et aujourd'hui, on ne peut même plus acheter à Taïwan parce que tout est monopolisé par les boîtes américaines. Ils achètent tout, 100% du stock sur les 5 prochaines années. Donc, la France, elle est bloquée. Donc, en fait, pour moi, cette notion géopolitique devrait être très importante dans votre réflexion, parce que c'est surtout ça, en fait, qui va obliger les boîtes, plus qu'un sentiment RSE, de bienfaisance, etc., mais plus une obligation, une vraie contrainte qui fera qu'on achètera local et peut-être même qu'on réindustrialisera certaines activités en France ou du moins en Europe. Ça dépendra un peu comment l'Europe évoluera, mais pour avoir quelque chose sur lequel on a une certaine souveraineté. complètement. Bah, c'est une partie que du coup j'entends et que je vais sûrement, je pense, rajouter dans mon mémoire, parce que c'est vrai qu'au vu des événements derniers, comme ce que je vois moi en entreprise au quotidien, c'est vrai que ça prend une part vraiment importante avec tout ce qui se passe quand le fournisseur ne peut pas nous livrer parce qu'il il est bloqué, bah, ça devient très compliqué. Ouais. Et puis, il ne faut pas oublier que les fournisseurs lointains, pour parler de la Chine, aujourd'hui, le marché européen n'est plus nécessairement leur marché prioritaire. Parce Mhm. que vous avez l'Inde qui explose, vous avez l'Afrique, certains pays du moins d'Afrique qui explosent. Donc, en fait, ils ont des commandes à plus que savoir en faire. Et l'Europe, ce n'est pas nécessairement leur priorité. Donc, du coup, même s'ils peuvent produire, ils ne vont pas forcément produire pour l'Europe. Et du coup, on se retrouve un peu déclassé et il va falloir qu'on n'arrivera pas à s'approvisionner tout court. Bah, merci beaucoup. En tout cas, vous avez répondu à toutes mes questions et vous m'en avez appris énormément. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir participé à cet entretien. Ah, je vous en prie. Merci de m'avoir contacté. Je vous souhaite bon courage pour la suite de la rédaction. Merci beaucoup. Allez, passez un bon week-end. Merci également. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Se reconvertir dans les achats, c'est difficile. Mais avec une bonne formation, tu peux y arriver en 90 jours. Alors je t'invite à regarder en description le programme de notre formation.